Bonjour, dans les deux vidéos consacrées au principe de l'évolution, nous allons d'abord aborder les concepts et puis dans la deuxième vidéo, nous irons sur des exemples pour illustrer. Alors prenons un éléphant, amenons-le en Antarctique sous l'œil amusé de Manchon Empereur. Alors alors, vous savez très bien que l'éléphant ne va pas survivre. Vous savez très bien que cet éléphant n'est pas adapté à ce milieu polaire. Et donc, vous savez que les espèces sont adaptées à certains milieux. Vous savez aussi que si les espèces n'évoluent pas, eh bien, lorsque ces milieux changeraient, eh bien, au final, elles disparaîtraient. Donc, vous avez bien compris la notion d'extinction et la notion d'évolution. Ça a l'air évident comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, puisque un certain nombre d'hommes sur la planète refusent encore cette grande notion, euh, cette grande loi de la nature qu'est l'évolution des espèces. Autant l'extinction est bien admise, euh, tout le monde considère qu'effectivement il y a eu des dinosaures et qu'ils n'existent plus. Donc l'extinction, c'est quelque chose qui est très bien accepté. Par contre, l'évolution des espèces, malheureusement, eh bien, certains ont encore de grandes réticences à accepter cette évidence. Alors pourquoi? Parce que c'est un concept intellectuel qui est complexe. Il fait appel en fait notamment à la culture et notamment à la religion. Et bien entendu, pour pouvoir démontrer cette notion d'évolution des espèces, il a fallu un certain nombre d'avancées scientifiques, notamment en génétique. Alors quel est l'impact de la religion concernant notre affaire d'évolution des espèces? Eh bien, l'impact des religions, c'est que si on considère que l'homme est divin, si on considère que les autres espèces sont aussi d'origine divine, pourquoi ces espèces qui ont été créées par un dieu, eh bien, seraient-elles amenées soit à évoluer, soit à s'éteindre? Donc au final, un certain nombre de personnes considèrent toujours, malgré toutes les démonstrations scientifiques, que s'il y a un Dieu, il n'y a pas d'évolution. Alors on va redescendre au niveau du 18e et du 19e siècle, et on va repartir de ça, un Dieu, pas d'extinction, pas d'évolution. Partons de l'extinction. Pourquoi est-ce que l'extinction n'a pas été une évidence? Alors que pour nous tous, bien sûr, c'est évident que un certain nombre d'espèces sur la planète n'existent plus. Un certain nombre d'espèces, et même 99% des espèces qui ont été présentes sur la planète, eh bien, se sont éteintes. Les autres ayant continué à évoluer. Donc, cette difficulté vient notamment de notre durée de vie. Notre durée de vie, puisque sur notre durée de vie, normalement, on ne devrait voir aucune espèce s'éteindre. Aucune espèce s'éteindre parce que quand on prend le taux d'extinction de fond, qui est le nombre d'espèces qui disparaissent sur un temps donné, chez les mammifères par exemple, une espèce tous les 700 ans, chez les amphibiens une tous les 1000 ans, eh bien on comprend bien que sur une vie, on n'a aucune chance, aucun risque de rencontrer une extinction. Alors ça, c'était avant, parce que maintenant, nous, avec la sixième extinction, c'est-à-dire l'extinction de masse, eh bien, régulièrement, on entend ici et là, on lit ici et là que telle ou telle espèce a disparu. Par exemple, pour les batraciens, en fait, ce taux d'extinction a été multiplié par 45 000. Donc non seulement on fait partie d'une époque où en fait on a bien compris que il y a des organismes qui ont disparu tels les dinosaures, et on a aussi malheureusement le témoignage chaque jour que l'extinction existe bien du fait de la disparition d'espèces liées à notre changement global. Alors, si on remonte au XVIIIe siècle et XIXe siècle, des scientifiques comme Buffon et Cuvier ont eu beaucoup de difficultés à démontrer que ces extinctions avaient eu lieu. Et la grande réticence, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la réticence liée à la culture religieuse. Et donc, ils ont, à partir de restes d'organismes, de dents, de défense, d'os, en les analysant finement, ils ont réussi à démontrer qu'aucune espèce sur la planète eh bien, ne possédait ces éléments anatomiques. Et donc, ils ont réussi à démontrer que l'extinction était une évidence. Bon, d'accord, ok pour l'extinction, mais l'évolution quand même. L'évolution non plus,
ça n'a pas été une évidence. L'évolution aussi, ça a été compliqué de la faire accepter. Et comme je vous le disais aussi, ça n'est toujours pas accepté par une grande partie de la population. Beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Vous pouvez les regarder des sondages du côté des États-Unis ou même en France. Au 19e siècle, hein, des gens comme Cuvier, Lamarck, Wallace et Darwin comprennent que les espèces évoluent. Donc ils démontrent qu'il y a une évolution, mais ils le démontrent avec malgré tout des concepts bien différents les uns par rapport aux autres. Prenons Lamarck et Darwin. Pour Lamarck, il y a des générations qu'on appelle des générations spontanées, c'est-à-dire des formes de vie simples qui apparaissent sur Terre et qui donnent lieu à des lignées qui se complexifient, telle une finalité. Pour Darwin, au contraire, la vie a une origine abiotique, avec un ancêtre commun qui a donné lieu à l'ensemble des espèces présentes sur la planète. Puis leurs différences, elles vont plus loin. Elles vont plus loin. Leurs différences se reposent aussi sur le fait que Darwin autant accepté la notion même d'extinction naturelle, alors que Lamarck l'a rejetée. Et puis Lamarck, pour lui, c'était l'environnement qui, en changeant, entraînait des variations de besoins des individus, ce qui leur demandait de faire un effort pour s'adapter, et donc l'évolution avait lieu sous cette pression-là. Pour Darwin, en fait, ce sont des variations au sein d'individus qui vont faire qu'ils vont être plus compétitifs que d'autres individus dans un environnement donné, et donc ils seront sélectionnés. Et donc ils pourront transmettre leurs gènes davantage. La science donnera davantage raison à Darwin qu'à Lamarck. Alors que sait-on scientifiquement aujourd'hui? D'abord, ce que l'on sait, c'est que l'évolution, ce n'est pas une croyance, mais c'est un fait scientifique. Aussi clair que la Terre est ronde, aussi clair que la Terre tourne autour du Soleil, les espèces évoluent. Quels scientifiques nous disent ça? Bien, des scientifiques aussi bien athées, croyants, agnostiques, d'un petit peu partout sur la planète, des archéologues, des paléontologues, des anatomistes, des généticiens, des géologues, des physiologistes, des milliers de chercheurs ont démontré par leurs recherches qu'il y avait bien une évolution des espèces. Quelle est l'origine d'une espèce alors dans ce cadre-là? Chaque espèce en fait provient d'une autre espèce. Il n'y a aucune génération spontanée. Bien, aucune génération spontanée, très bien, mais alors d'où viennent les premières formes de vie? Alors je vous invite à retourner voir les vidéos Origine de la vie et Origine de l'homme, dans lesquelles je vous explique que la complexification des molécules a entraîné des complexes moléculaires prémices de la vie. Donc, pour aller plus loin, retournez sur ces vidéos. Comment évoluent les espèces? Donc quelles sont les clés de l'évolution? Eh bien, je vais vous présenter quelques-unes de ces clés. Voici 3 clés principales. D'abord qu'au niveau de notre ADN, il y a des variations spontanées et aléatoires. Deuxièmement, qu'en fonction de ces variations spontanées et aléatoires, il va y avoir des caractères qui vont varier. Et selon ces caractères, eh bien, certains individus posséderont un certain nombre d'avantages, en quelque sorte, pour s'adapter dans leur environnement. Donc, il y aura une sélection des caractères en fonction de l'environnement. Et ces individus qui seront donc particulièrement bien adaptés dans leur milieu, eh bien, transmettront leur caractère à leur descendance. D'accord, mais là on parle d'un individu qui mute, ok, très bien, mais ça n'est qu'un individu isolé. Comment on peut passer à l'échelle de la population? Donc on va non pas raisonner sur un seul individu, mais sur des individus au sein d'une population, et on va repartir de ce petit schéma qu'on a déjà vu par ailleurs. Donc on part de l'ADN. Donc au niveau de l'ADN, en fait, on a des mutations qui vont s'exprimer, et puis on va avoir une expression de ces mutations. Donc ça va entraîner des modifications au sein de l'organisme d'un individu, et cet individu va, s'il est viable, avoir une descendance plus ou moins fournie. Et donc ça veut dire que ce nouveau caractère eh bien, va apparaître dans la population au sein de plusieurs individus. Donc on va bien avoir une modification de la diversité génétique au sein de la population qui va pouvoir toucher et l'abondance et la distribution de cette population. Donc vous voyez, on peut passer d'un individu à une population.
Ok, très bien. Alors, quelles sont les variations qui permettent l'évolution? Uniquement les variations des individus? En réalité, non. Il faut avoir trois types de modifications. Euh, un type de modification au niveau de l'ADN, donc des séquences ou bien de zones d'expression des gènes, une modification, des modifications du milieu, biotope, biocénose, migration par exemple, et des modifications au niveau de la population, notamment de la génétique des populations. Donc on se retrouve avec des modifications au niveau d'un support, l'ADN, de variables de l'environnement, qui donnera donc la pression de sélection, et puis des populations. Cet ensemble-là va engendrer une évolution qui sera observable notamment par une variation de l'anatomie, du comportement, de la physiologie d'individus au sein de la population. Et pourquoi pas mener jusqu'à l'apparition d'une nouvelle espèce. Qui est concerné sur la planète? L'ensemble des espèces sont concernées. Vraiment l'ensemble des espèces. Elles sont toutes reliées par un arbre qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc cet arbre phylogénétique débute aux prémices de la vie, donc il y a plus de 3,8 milliards d'années. Les scientifiques ont donc placé un ancêtre commun qui a donné lieu à l'ensemble des bactéries, des archéas et des eucaryotes. À côté de ça, il y a les virus qui ne figurent pas dans cet arbre phylogénétique, mais qui ont évolué selon une autre arborescence qui date aussi, elle, de milliards d'années, en sachant que ces deux arborescences se sont donc influées les unes les autres. Si ça vous intéresse de réfléchir sur les virus, j'ai mis quelques vidéos que l'on analysera en S2 concernant les virus. Donc si on repart à zéro, d'accord, on a une évolution. Est-ce que ça veut dire que l'évolution se passerait exactement de la même manière? Alors, on pourrait se dire, a priori, ben oui, puisqu'en fait, on a une évolution des conditions données qui pourrait être à peu près équivalente. Mais ça serait oublier la part du hasard. Mais quel hasard? En fait, il y a plusieurs hasards. L'évolution des espèces, elle s'est faite en fonction du hasard des mutations, de la reproduction, mais de la prédation aussi, des migrations et de l'épigénétique sur lequel nous reviendrons dans la deuxième vidéo. Donc le hasard plus la sélection va faire que si je pars à T0, eh bien à T plus 1, j'aurai certaines espèces qui seront présentes, à T plus 2, j'aurai d'autres espèces qui seront présentes. Donc si je repartais à 0 et que je laissais se faire les choses à nouveau 3,8 milliards d'années, je n'aurais pas les mêmes espèces sur notre planète. Donc, je peux résumer que la biodiversité, c'est le fruit du hasard, des variations de l'environnement et des extinctions et spéciations. C'est bien ça? Effectivement, la biodiversité résulte des spéciations et extinctions. Alors, spéciation, je vous rappelle que ça veut dire la formation de nouvelles espèces à partir d'une espèce donnée. Et puis extinction, vous avez compris que ce sont des espèces qui s'éteignent. Donc on va comparer le taux d'extinction au taux de spéciation. Et si le taux d'extinction est très élevé, alors on se trouve dans une situation d'extinction de masse. C'est ce que nous vivons actuellement par la 6e extinction. Avec une problématique qui est qu'on a une variation des milieux qui se fait très rapidement. Or, les réponses de l'évolution se font sur un temps long. Le déplacement, les migrations, la sélection naturelle, le retour à des climax, et bien entendu, penser que les espèces dépendent les unes des autres. Et donc tout ça, ça demande du temps. Et ce temps, en fait, en plus, est variable selon les espèces. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la deuxième vidéo. Au fait, cette évolution va se faire par acclimatation ou par adaptation? Est-ce que c'est pareil? Alors souvent, j'utilise un peu les deux, l'adaptation comme étant synonyme d'acclimatation. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. L'acclimatation va concerner un individu, elle sera rapide et réversible. Par exemple, je m'acclimate à une nouvelle température extérieure. Et puis l'adaptation, elle, ça sera la résultante de la sélection naturelle, qui sera rapide ou lente, mais qui va en tout cas être transmise de génération en génération. Donc derrière ça, il y a une notion d'hérédité. Donc nous discuterons un peu plus de ces sujets sur la prochaine vidéo. À très bientôt sur la partie 2 concernant les grands principes de l'évolution.